femmes, remettre les femmes à l'honneur parce que en 1918, elles sont un petit peu passées à l'as. Voilà, nous sommes à l'inverse. Tout le monde commence à s'installer et on va fêter ça. La plus grande figure du pacifisme avait tenté de convaincre les ouvriers allemands de refuser d'aller se battre. Il avait prédit: au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, il n'y a plus qu'une chance pour le maintien de la paix, c'est que le prolétariat rassemble ses forces. Français, Anglais, Allemands, Italiens, Russes, demandons à ces millions d'hommes de s'unir pour écarter l'horrible cauchemar. Que mon papa et ma maman ont fait la guerre de 14. Et je tiens à les remercier, évidemment, c'est l'occasion unique. Ma grande et belle maman, Hélène, et Julien, mon valeureux papa, ont fait cette guerre de 1914-18, chacun de leur côté, avec le même courage. Et ce soir, je leur rends particulièrement hommage. Merci ma grande et belle maman. Merci mon papa. Bravo. De Laurent Gomez, écrivain et poète, qui nous fait la joie d'être parmi nous ce soir. Ils étaient nés français pour mourir allemands. Ils étaient allemands et finiraient français. D'aucuns pensaient vengeance, ainsi ils avançaient, en pause d'une guerre, attendant le moment. Les enfants grandissaient dans la haine de l'autre. Quand nous avions le Boche, ils pensaient qu'à le musée. Un parler différent, chantant les mêmes airs. Ces nationalismes faisaient beaucoup d'apôtres. Sur une carte, un trait dessinait la frontière. Chacun s'y regardait en bon chien de faïence. Ils iraient à Paris, marcheraient sur Mayence, et feraient tous étape au bord des cimetières. La guerre arriva donc avec son air mutin, une fleur au fusil, partirent en campagne, serrant leur épouse, embrassant leur compagne, ils allèrent confiants vers de sombres matins. Chacun de leur côté, il était évident qu'ils reviendraient très vite, ayant réglé leur compte aux emmerdeurs d'en face, aux salauds de tout compte, cette guerre n'étant qu'un vulgaire incident. Ils vinrent à 20 ans du fond de leur pays, massacrer des gamins qui étaient du même âge. Les obus rutilants faisaient un beau carnage, découpant ces enfants qui avaient obéi. À de grands stratèges, ils confièrent leur vie, 2 armées enterrées dans de longues tranchées. Entre assauts et obus, ils vivaient retranchés. 4 ans à leur patrie, ils furent asservis. 4 années de tuerie, de boue, de parasites, pour celle qui serait enfin la der des der. Ces 9 millions de morts en 4 années d'enfer, et son milliard d'obus firent sa réussite. Dans ce triste bilan, pensons aux réfractaires, plus de 600 soldats fusillés pour l'exemple, des noms qui ne seraient jamais gravés au temple. Ils ne voulaient plus tuer, refusaient de se taire. Quant aux millions d'autres, incrustés dans la pierre, marquant à tout jamais les monuments aux morts, ils sont l'ombre d'une mémoire qui s'endort, et de ces pauvres gars soufflés dans la poussière. Laurent Gomez. L'homme blessé est surpris de voir ces femmes qui s'activent autour de lui et de ses compagnons d'infortune. Sur les brancards, les têtes se tournent, les regards recherchent un peu de compassion. Les salles d'opération fonctionnent sans trêve.
Un homme est en train de crier sa douleur en attendant le chloroforme qui viendra l'endormir. Une infirmière s'approche et parle à l'oreille de l'homme. Que lui dit-elle? Sans doute quelques mots simples et peut-être puérils sur les soins qu'il va recevoir. Des paroles qui l'apaisent. Si on envoie par centaines des blessés à Rennes et partout dans l'ouest de la France, c'est que très vite le service de santé de l'armée a été dépassé par l'ampleur des événements. Stock insuffisant de médicaments et de vaccins, manque cruel de lits et de personnel, pas assez d'infirmières militaires. Seule la Croix-Rouge, qui rassemble en 1914 des milliers d'adhérentes, est en capacité de venir en aide à l'armée française. L'organisation déploie très vite, dans 750 hôpitaux, 23 000 infirmières. Nous sommes en 1917. Monsieur Blaise Sandrard, historien de l'époque blessé, témoigne que les femmes aussi étaient en guerre. Et, je le cite, « Si la nuit, nous étions veillés par des sœurs, dans la journée, c'étaient des infirmières patentées de l'Association des femmes de France qui s'occupaient de nous. L'étage supérieur de l'évêché avait été aménagé en lazaret de sang pour recevoir 150 à 200 grands blessés, mais au lendemain de cette malheureuse offensive de Champagne, nous y étions bien 500. L'infirmière-major, Madame Adrienne, qui avait la responsabilité de ces pitoyables victimes, fabriquée en série par les armes et la chirurgie de guerre automatique, était une femme au grand cœur. Je suis resté près d'un mois à l'hôpital de Chalon-sur-Marne et j'ai eu le temps de constater que le dévouement de notre infirmière était incommensurable. Madame Adrienne P. s'adonnait à sa terrible et souvent si répugnante tâche médicale avec un tel élan, un tel tact et tant de délicatesse dans son doigté et de minutie dans les soins qu'elle nous prodiguait, avec une insistance faite d'autorité et de douceur persuasive, sans parler des cadeaux, des friandises, des attentions gentilles dont elle comblait ses chers blessés et qui devaient sérieusement vider sa bourse, que de prime abord, chacun de nous, échappé à grand-peine de la tuerie et tout bourbeux encore des tranchées, avait l'impression, puis était rapidement convaincu qu'il était le préféré de cette femme jalouse de ses petits, tellement chacun se sentait gâté, choyé, dorloté, aimé et moralement soutenu et réconforté par cette infirmière bénévole dont l'activité charitable, malgré ses autres devoirs, allait jusqu'à servir de secrétaire pour correspondre avec les familles et Dieu sait si ces lettres de poilus foudroyés en pleine jeunesse étaient de rude confession. Chargées d'accusations impitoyables et d'épouvantables imprécations à l'adresse des parents, des maîtres, de la patrie ou de la femme aimée, des regrets, des considérations sur la vie, des désespoirs, des désirs bouleversants, des aveux enfantins et troublants, ou des mensonges dus à l'orgueil que l'infirmière-major perçait à jour, ce qui n'était pas pour faciliter la correspondance de ce témoin lucide, attentif et courageux, mais sensible et surmené, qui devait transmettre, hélas, souvent au lendemain des premières nouvelles d'une blessure grave, l'annonce d'une issue fatale et comme vœu de condoléances les dernières volontés. C'est-à-dire, 9 fois sur 10, la malédiction d'un soldat qui avait été sacrifié, mais qui s'était défendu, à l'heure de sa mort véhémente, d'avoir voulu être un héros. Les blessés de l'étage avaient une telle dévotion pour leur infirmière que j'ai vu des trépanés sourire, des fous,
Des angoissés se calmer ou faire insouciants. Des fiévreux se taire, des agités se dominer. Des unijambistes courir trop tôt sur leurs béquilles pour faire plaisir à Madame Adrienne. Et pour la récompenser, j'ai vu jusqu'à des moribonds se dresser sur leurs séants, crâner, saluer, faire des grâces, affirmer que maintenant ils étaient hors d'affaire et mourir avec aisance. Mais j'ai également vu Madame Adrienne, après sa journée d'épuisant labeur, passer des nuits blanches au chevet d'un de ces misérables amochés qu'on lui descendait tous les jours directement du front et dont on déposait la civière salie dans un petit réduit capitonné parce que leur état était désespéré et parce que leur hurlement égaré était plus ignoble que leur chair déchiquetée. J'ai vu notre infirmière implorer les chirurgiens de tenter l'impossible, lutter toute la nuit, la seringue à la main et dosant la morphine, pour soulager la douleur d'un martyr soldat, et éclater en sanglots quand le cœur de l'homme flanchait, et que cet inconnu, matriculé mais anonyme, passait de vie à trépas. Opale, caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux, les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux, les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Elles vous ont dit l'avenir, et il n'était pas beau. Vous vivrez malheureuse et vous aurez beaucoup d'enfants qui vivront malheureux et qui auront beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Tournez, tournez, petite fille. Tournez autour des fabriques, tournez, bientôt vous serez dedans. Tournez, tournez, filles des pêcheurs, filles des paysans. Tournez, 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 tournez. Était claqué le jour de sa noce, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa queue de Marthe, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Les canonniers s'en vont dans l'ombre, lourds et prompts. Mais près de moi, je vois sans cesse ton image. Ta bouche est la blessure ardente du courage. Nos fanfares éclatent dans la nuit comme ta voix. Quand je suis à cheval, tu trottes près de moi. Nos 75 sont gracieux comme ton corps. Et
tes cheveux sont fauves, comme le feu d'un obus qui éclate au nord. Je t'aime. Tes mains et mes souvenirs font sonner à toute heure une heureuse fanfare. Tes soleils tour à tour se prennent à hennir. Nous sommes les bas-flancs sur qui ruent les étoiles. Montmelon-Grand, le 6 avril 1915. Malou, je coucherai ce soir dans les tranchées qui, près de nos canons, ont été piochés. C'est à 12 kilomètres d'ici que sont ces trous où, dans mon manteau couleur d'horizon, je descendrai tandis qu'éclatent les marmites pour y vivre parmi nos soldats troglodytes. Le train s'arrêtait à Montmelon-le-Petit. Je suis arrivé gai comme j'étais parti. Nous irons tout à l'heure à notre batterie. En ce moment, je suis parmi l'infanterie. Il siffle des obus dans le ciel gris du nord. Personne, cependant, n'envisage la mort. Et nous vivrons ainsi sur les premières lignes. J'y chanterai tes bras comme l'école des cygnes. J'y chanterai tes seins d'une déesse digne. Le lilas va fleurir. Je chanterai tes yeux où danse tout un cœur d'angelot gracieux. Le lilas va fleurir au printemps sérieux. Mon cœur flambe pour toi comme une cathédrale, et de l'immense amour sonne la générale. Pauvre cœur, pauvre amour, daigne écouter l'oral qui monte de ma vie à ta grande beauté. Je t'envoie un obus plein de fidélité, et que t'atteigne, ô loup, mon baiser éclaté. Pensant que l'auteur est mort depuis longtemps et qu'il n'y a plus de droit, il prend la chanson de Daninerf, Titine, et l'utilise. En 1926, le film arrive en France et un inspecteur de la SACEM, qui était quand même un érudit, en écoutant la musique, dit « ça c'est une musique de chez nous ». Il reste sous la porte pendant une semaine. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine, et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine, et ne la trouve pas. Mon oncle baron Télissime, qui allait fermer les lions, m'a dit je pars pour l'Argentine, et tu connais mes conditions. Mon héritage je te le destine, mais tu ne toucherais pas un rond, si tu ne prenais pas soin de Titine, pour qui j'ai une adoration. Il y a 8 jours qu'elle n'est pas rentrée, et je suis bien enquiquiné. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine, et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine, et ne la trouve pas. Elle avait les yeux en losange, un regard très compromettant. Elle était frisée comme un ange, estortillait tout en marchant. Titine avec son cœur frivole, changeait 10 fois de fleur par jour. J'en avais mon presqu'île des hommes, c'est qu'elle est partie pour toujours. C'était, vous le reconnaîtrez bien, une chienne qui a du chien. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine, et ne la trouve pas. Je cherche après Titine,
pays où les modes sont pareilles, dites-nous, patron, quels sont les profits qu'en tirent ces pauvres abeilles? C'est un salaire de misère que vous leur donnez au patron. Il faut relever ce salaire afin qu'un peu de joie éclaire ces sombres fronts. Celles qu'on oublie ont droit à la vie. Donnez-leur du pain. Celles qu'on oublie ont les traits creusés par les soucis et par les craintes. Leurs rêves sont morts, leurs espoirs brisés. Elles luttent sans pleurs ni plaintes. Riches, savez-vous quel gain, tous les jours, touche ces femmes et ces filles, quand leurs mains ont fait les jolis atours dont font parade vos familles? C'est un salaire de misère, une aumône de quelques sous que reçoit chaque mercenaire. Il faut augmenter ce salaire, entendez-vous? Celles qu'on oublie ont faim, celles qu'on oublie ont droit à la vie. Donnez-leur du pain. Celles qu'on oublie ont le cœur meurtri par l'injuste et dure souffrance. Leur visage maigre, exsangue et flétri reflète leur désespérance. Puissant, il faut secouer le joug d'une coupable indifférence. On ne laisse plus les brebis aux loups dans le noble pays de France. Celles qu'on oublie ont faim, celles qu'on oublie ont droit à la vie. Donnez-leur du pain. Debout les femmes! Groupons-nous, camarades, formons nos syndicats. Repoussons la Camarde et ses gros scélérats. Relevons nos salaires pour nous et nos enfants, que les petites ouvrières en sortent triomphantes. Malgré tous ces caprices, ce que nous voulons, c'est du pain. Debout les femmes, on nous réclame. On tue nos frères. Assez d'abus. Nous voulons nos poilus. En ces 3 ans de guerre que l'on puisse subir, c'est la cause ouvrière que l'on veut asservir. Serrons les rangs, les femmes, et contre ces assassins, nous en voulons la paix. Groupons-nous pour la paix. Les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises,